Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Mon invitée cette semaine est Mélanie Laroche-Riendeau. Ça me fait plaisir encore une fois de vous revenir avec une nouvelle émission de Connaissez-vous. Je tiens à vous dire en tout début que nous ne sommes pas dans un local habituel. Vous allez peut-être entendre un bruit qui est un réfrigérateur qui date de très très longtemps. C'est pour ça qu'il est bruyant. Mais on va faire avec, comme on dit. Dans un deuxième temps, si vous n'avez pas porté plus attention qu'il faut au prénom de mon invité, vous allez dire « Ah, c'est une rediffusion. Il y a déjà eu un invité qui portait ce nom-là, mais il n'y a pas de rediffusion à Connaissez-vous. » Je vous avais sûrement dit au moment où on avait reçu Dany Laroche-Riendeau qu'éventuellement on recevrait sa sœur. C'est cette semaine que ça se fait. Tout d'abord, bonjour Mélanie. Bonjour Martin. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va super bien. Il y a des gens des fois qui m'écrivent puis qui disent « Martin, tu commences toujours tes entrevues avec les mêmes questions, avec le même parcours. » Et ça va être d'autant plus vrai aujourd'hui parce que j'ai posé des questions à Dany puis je me suis dit « Je vais les poser à Mélanie aussi. » Parce qu'après tout, bon, vous êtes de la même famille, on peut pas vraiment s'en cacher, on peut pas y échapper vraiment. Pas vraiment. Et moi, j'ai une question comique là que je pose aux gens qui ont des noms composés. Je me dis, tabarouette, quand vous avez commencé à écrire à l'école, c'est déjà long écrire Mélanie Laroche-Riendeau. C'est encore plus long Mélanie que Dany. Est-ce que tu sais pourquoi que tes parents voulaient donner les deux noms ou si tu le sais pas toi non plus? Moi non plus, je le sais pas. Je peux juste dire que oui, c'est très long. Au début, j'écrivais mon nom au long, puis aujourd'hui, pour faire moins long, j'écris juste Mélanie Laroche. Ah d'accord. T'en as volontairement abandonné un bout. Mais pas abandonné. Mais quand tu dis, quand t'écris, quand tu signes, t'as pas le choix de signer les deux. Oui, ça c'est sûr. Mélanie, pour commencer, tu as quel âge, toi? 22 ans. Et Dany, lui, il a 27 ans, si ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est aussi bonne que la tienne, je crois que oui. Et vous avez un frère plus vieux encore? Oui. OK. Et comme on le disait dans l'émission à Dany, les trois enfants ainsi que votre mère, vous avez un problème visuel. Oui. OK. Et toi, Mélanie, est-ce que tu es capable d'expliquer un peu c'est quoi ton problème de vision, ce que tu vois, ce que tu ne vois pas? Je sais que je fais de l'hypermétropie, mais c'est accompagné de l'absence de le rond de couleur. OK. Je n'ai pas de rond de couleur dans l'œil. Tout le monde va penser que mes yeux sont noirs. C'est juste avec avec mon l'ophtalmologiste. Ouais. Qu'on peut voir ma couleur, puis c'est noisette. OK. Sinon, ça paraît noir. Ouais. OK. Parce que j'ai pas le rond de couleur. Mais sinon, c'est ça, c'est depuis la naissance qu'on a ça. OK. Ce que je vois pas, c'est très dur à expliquer en paroles. Mais exemple, sans lunettes, je peux me déplacer, mais je ne peux pas lire. Et avec lunettes, je peux lire, mais pas de trop loin. OK. Mais là, quand tu dis que tu peux lire, ça veut dire que tu peux prendre le journal et le lire ou si c'est trop petit ou... Ça dépend. Il y a des articles dans le journal qui vont être écrits assez gros. OK. Mais il y a d'autres articles mais en général, je suis correct. Mais exemple, dictionnaire, ça commence à être petit. OK. Même avec lunettes. Même avec lunettes. Ouais. OK. Mais un roman,
pas écrit pas trop petit, ça, t'es capable de lire ça? Oui. OK. Mais moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, là, bon, excusez, quand tu étais petite, bon, tu avais d'autres personnes avec des problèmes de vision forcément autour de toi. Ton frère, tes deux frères, ta mère. Est-ce que tu te souviens un peu comment c'était? Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance quand, je sais que ça va paraître bête ce que je vais dire, mais quand tu t'es aperçu que, dans le fond, toi aussi, tu avais un problème de vision? Est-ce que tu te rappelles un peu de ça? Pas vraiment. Puis toi, t'es allé à l'école régulière, au primaire, la maternelle et tout ça? Oui. OK. Et là, à l'école, est-ce que tu t'es aperçu qu'il y avait des choses qui étaient différentes ou si tu étais quand même capable de suivre assez bien? Au début, je suivais assez bien. Je te dirais que c'est au cours des années, je te dirais peut-être deuxième année ou troisième année que on a réellement vu pas l'intensité, mais le niveau réel de ce que je voyais ou de ce que je voyais pas. OK. Est-ce que tu te souviens un peu comment que ça s'est manifesté? Comment ça s'est manifesté? Pas vraiment. C'est ça. C'est juste à partir de ce moment-là, l'école était plus portée à me donner des livres, des manuels agrandis. OK. Donc, en grossissement. Ouais. Et ça, est-ce que ça faisait la job? Est-ce que ça te permettait de mieux fonctionner plus facilement? Oui, dans le sens, ça me faisait suivre à peu près au même rythme que les autres enfants, vu que je pouvais lire à peu près à la même vitesse que eux. Mais en contrepartie, très souvent, je trouvais que c'était très encombrant parce que je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont vu des manuels agrandis en noir, mais c'est gros. Ça fait des livres beaucoup plus gros. Ouais. À transporter. Ouais. Puis, Mais est-ce que tu étais capable de lire au tableau, ces choses-là? Est-ce que ça allait, ça? Le tableau, j'avais de la difficulté encore aujourd'hui. J'ai de la difficulté à aller au tableau. OK. Mais très souvent, soit je vais avoir quelqu'un à côté de moi qui va m'aider ou je vais m'arranger avec le prof pour avoir les notes autrement. Mais est-ce que c'était déjà comme ça, comme au primaire? Est-ce que les professeurs étaient suffisamment sensibilisés pour excusez-moi encore, te fournir des livres en gros caractères, mais pour ce qui était du tableau, est-ce que c'était un problème? C'était pas vraiment un problème. Il y en a qui étaient très à l'aise avec ça. Ils disaient les notes de cours plus lents pour que je les écrive. Donc, il allait verbaliser ce qui était écrit au tableau pour toi. Ouais. OK. Et là, est-ce que toi, t'es allé à Jacques Ouellette, mais pas longtemps? Oui, j'y étais à peu près 3 mois. Ah là là, ça a été très court. Oui. Je pense qu'à date, t'es la personne qui a été, mais le moins longtemps. Est-ce que tu peux nous expliquer, dans le fond, pourquoi tu y es allé, puis pourquoi tu y es pas resté? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le reste de ton cheminement scolaire? C'est ça. Au début, j'étais dans l'école secondaire régulière, Monseigneur Parent, qui est à Saint-Hubert. OK. Jusqu'en secondaire 4. J'avais une personne qui m'aidait pour des travaux, pas nécessairement juste pour ma vision, comme pour le cheminement scolaire en général. Et puis, il y a une personne qui travaillait à Jacques Ouellette qui est venue à mon école pour expliquer à l'école que j'aurais plus de services à Jacques Ouellette. Sur le coup, moi, je voulais pas trop.
parce que je voyais pas les avantages. Puis finalement, j'y étais. Mais quand tu dis que tu voyais pas les avantages, est-ce que tu trouvais ça quand même rushant, le secondaire? Parce que là, tu disais, bon, tu avais de l'aide pour des choses autres que ta vision. Est-ce que c'était, je sais pas si tu veux en parler, c'était-tu des problèmes d'apprentissage? C'était-tu... c'est quoi qui faisait en sorte que tu avais quelqu'un pour t'aider? C'était plus parce que des problèmes d'apprentissage, j'en ai eu souvent pendant mon cheminement. Mais c'était ça, c'était plus pour m'aider à mieux comprendre mes travaux, mieux me préparer pour mes examens ou des trucs comme ça. OK. Puis est-ce que t'aimais ça l'école, toi, ou pas tant? C'est sûr, je vais pas te dire oui, j'adorais l'école en sautant jusqu'au plafond. Mais l'école me dérangeait pas plus que ça. Comme surtout au moment que je me suis mis un but dans la tête, je voulais réaliser ce but-là, puis ça me motivait à un peu mieux aimer l'école. OK. Et est-ce que tu as eu connaissance quand ton frère Danny a commencé à aller à Jacques-Ouellette? Est-ce que quand tu as compris que tu irais toi aussi, Danny, est-ce qu'il est encore là? Danny, il était parti de là. J'ai connu du monde qui ont été, mais quand j'y étais, ils étaient tous pas là. Tous les gens que tu connaissais n'étaient plus là? Non, c'est ça. OK. C'est que là, bon, là, ils t'ont proposé d'aller à Jacques-Ouellette, ils t'ont dit qu'il y aurait des avantages que toi, t'as pas vus. Ouais. Et là, si, bon, on se fie à ce que tu nous as dit, que tu es resté là 3 mois, j'imagine que ça ça n'a pas été une grande réussite. Non, c'est que, je sais que avant que j'allais à Jacques-Ouellette, c'était très axé sur ceux qui avaient la déficience visuelle. Mais au moment que j'y étais, je crois que Jacques-Ouellette voulait aller un peu plus loin et axer les services surtout ceux qui ont un handicap moteur ou autre. Et ou visuel. Ouais, c'est ça. OK. Et ça t'a dérangé? Ça t'a... Ça, en général, ça m'a pas très dérangé. C'est surtout que on m'avait dit que je pourrais aller à mon rythme. Mais d'un sens, pour moi, ça n'a pas été vraiment le cas. Car des fois, j'avais fini un travaux et j'avais une autre personne dans ma classe la même année que moi. Et je devais attendre qu'il finisse ses travaux pour continuer. Ça fait que tu sentais pas que tu pouvais aller à ta vitesse. Ouais, c'est ça. Parce que tu étais plus rapide que l'autre personne. Fallait que vous vous attendiez. C'est ça. OK. Et ça, c'était en quelle année? En quelle année tu étais en quelle année quand tu es rentré à Jacques-Ouellette? J'étais en train de finir mon secondaire 4 à mon école régulière quand j'ai transféré à Jacques-Ouellette, puis j'ai dû recommencer mon secondaire 4 à Jacques-Ouellette. OK. Parce que t'étais arrivé en milieu d'année ou ils t'ont fait recommencer à la nouvelle année scolaire? Ils m'ont fait recommencer à la nouvelle année. OK. Mais c'est ça, vu que il y a des cours qui étaient pas pareils puis qui avaient pas les mêmes notions, ils ont préféré de me faire commencer mon 4 au complet. OK. Et là, je fais un mélange un peu de Jacques-Ouellette et de Monseigneur Parent. Bon, quand on voit pas du tout ou très peu, moi j'ai toujours considéré qu'il y a des matières qui sont beaucoup plus difficiles à réussir. Exemple, la géographie. C'est difficile de visualiser. En tout cas, moi je suis très mauvais en géographie. Je le dis, c'est pas la première fois. Pas le seul. Pas la première fois que je le dis, à part ça.
Est-ce que le fait, toi, d'avoir quand même une meilleure vision, est-ce que ça te permettait d'être plus capable de figurer, ne serait-ce que le Québec, que le Canada? Est-ce que pour toi, c'était une matière qui était un peu plus accessible? Ça dépend. En géométrie, j'ai pas eu de la difficulté. Mais c'est sûr. En géographie? Géographie, excusez. Oui, géométrie, on va y revenir après. Oh, excusez. Si tu oh veux. boy. Excusez, je suis dans l'une. Ben c'est ça. J'avais pas beaucoup de difficultés. Il y a des fois que oui, hein, mais j'avais une loupe avec moi pour voir sur les maps hein, les noms de provinces ou les pays, puis tout les ça. pays. Mais à part ça, de toute façon, j'ai tout le temps eu de la difficulté en géographie et histoire. OK, donc... Je suis pas plus bon que toi là-dedans. La vision t'a pas aidé vraiment, là. Dans le sens que... Ben oui, mais je pense que c'est pas juste la vision, c'est moi qui s'intéresse pas à ça. C'est ça que je réalise, là. Il y a des gens qui ont leur vision parfaite puis qui sont pas bons non plus. Non, c'est moi qui s'intéresse pas à ça. OK. Mais là, tu parlais de géométrie. Bon, la géométrie dans les mathématiques, c'est une autre bête noire, ça aussi, un peu, là, quand on a un problème de vision, là. Toi, les mathématiques, en général, c'était comment pour toi? En général, c'était correct. Il y a juste, exemple, quand tu avais des formules mathématiques avec des exposants, que c'est les exposants que j'avais un peu plus de difficulté à avoir. OK. Ah, à voir. Ouais. OK, parce que c'était plus petit, puis ouais. Ça pouvait des fois peut-être t'échapper. Ouais, c'est ça. OK. D'accord. C'était quoi tes matières fortes à l'école? J'étais pas mal toutes égales dans mes matières, mais... disons la matière que t'aimais le mieux. OK, elle va peut-être pas compter, mais c'était art plastique. Ça compte. Surtout au secondaire. Ouais. Parce que, bon, t'étais dans le temps que t'étais au régulier? Je veux dire, à l'école régulière? Ouais, à Jacques-Colette aussi, j'ai adoré mon cours d'art plastique. OK, là, je sais que la question va paraître bête encore une fois, mais bon. Est-ce que tu peux nous dire un peu, est-ce que tu te souviens un peu qu'est-ce qui vous faisait faire en art plastique à l'école régulière versus Jacques-Ouellet? Régulière, je te dirais que c'était plus des dessins, de la peinture, plus des trucs qui se fait comme sur un papier ou sur un carton. Puis à Jacques-Colette, c'était plus comment je dirais des projets manuels. Exemple, on fabriquait un objet avec de l'argile ou quelque chose de tactile, là. Ouais. OK. Que vous pouviez fabriquer avec vos mains, puis toucher, puis tout ça, là. OK. Et toi, t'aimais ça quand même là, dans les deux écoles? Ouais, les deux, j'ai vraiment adoré mes cours d'art plastique. Dans les cours d'art plastique. Et bon, tantôt, tu as dit qu'à un moment donné, tu as eu un but dans la vie. T'as eu un... Est-ce que tu es prête à nous parler de ça? Oui, depuis à peu près secondaire 3, je me suis dit que je voulais aller travailler avec les enfants. Donc, ça date quand même d'un certain temps. Oui, okay. Ça date d'à peu près... J'oublie que t'es quand même pas très vieille. Non, c'est ça. Mais si je vais vite comme ça, à peu près... 3, non, plus que ça. 4 ans? 3, 4 ans? OK. Ouais, ouais. J'avais à peu près 15-16 ans. OK. C'est à ce moment-là que ça... je sais pas le pourquoi, mais je me suis dit que j'aimerais ça travailler avec les enfants. Parce que toi, t'étais la dernière de la famille? Oui. T'as pas eu à t'occuper d'enfants plus jeunes dans ta propre famille? Non, mais j'ai toujours dit à ma mère que j'aurais aimé ça avoir une sœur plus jeune.
Et tes deux frères, est-ce qu'ils te malmenaient un peu? Est-ce que c'est... Le mot, il est peut-être fort. OK. Mais pas malmené, mais mettons que ma mère le savait si je rentrais dans leur chambre. OK. D'accord. Mais t'aurais aimé ça avoir une sœur plus jeune, puis là, peut-être que ça t'aurait permis de jouer à la grande sœur. Ouais. Mais là, on s'entend que c'est pas dans ta propre famille que c'est venu, là. Parce que, non, c'est ça. Parce que là, t'étais la plus jeune, puis la plus jeune, la fille. Ouais, mais quand j'étais plus jeune, on voyait plus ma famille de mon côté paternel. Okay. Puis il y a beaucoup de jeunes enfants. OK, ça que t'as eu l'occasion de t'occuper peut-être de tes cousins. Ouais, ben ça, cousins, petits cousins. Et là, bon, c'est ça. Là, de ce côté-là, ça t'est venu l'idée de travailler avec les enfants. Ouais, puis avec ça, ben j'ai enfin réussi à finir mon secondaire 5 avec beaucoup de parcours différents. Oui, parce que là, bon, moi je reviens là-dessus là, parce que ça m'intrigue. Bon, t'es resté 3 mois à Jacques-Ouellette. Oui. Moi, les gens, ils me disent, tu démarres pas de Jacques-Ouellette, tu t'en parles toujours. Il y en a qui m'ont même dit, quand je vais aller à ton émission, je vais pas en parler beaucoup, mais moi, je suis sûr que je questionne sur Jacques-Ouellette. Donc, 3 mois, c'est vite passé 3 mois, là. Oui. Est-ce que tu te souviens, bon, qu'est-ce qui s'est passé, disons, après ces 3 mois-là? Après, j'ai été à l'école des adultes à distance. À distance? Oui. OK. Qui veut dire que tu fais les travaux chez vous, tu remplis un cahier et quand tu es prête pour l'examen, t'appelles l'école, tu dis que tu as fini ton cahier, ils te donnent une date d'examen, puis tu te présentes là, tu fais ton examen. Donc, tu te présentes uniquement pour aller faire les examens? Uniquement pour faire les examens, aussi, mais aussi si tu as des questions pendant que tu remplis ton cahier, tu peux soit leur écrire en ligne ou aller les voir directement à l'école. OK, parce que là, tu as quand même un soutien pendant que tu fais tes... C'est quoi, c'est des exercices? Oui, c'est des questions, puis... Vous avez un livre, j'imagine? Ouais, on a un livre. OK. Vous avez un livre, vous avez un cahier avec des questions que vous remplissez. Ouais. Puis là, au fur et à mesure, si vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez communiquer avec le professeur. C'est une personne qui est là pour vous... qui est là pour répondre aux questions. Vous soutenir. Ouais. Et là, quand c'est le temps de l'examen, vous dites, bon, je suis prêt pour mon examen. Et là, vous passez l'examen. Ouais. Après ça, vous passez à un autre cahier? Ouais, si vous avez réussi l'examen, ils vous donnent le cahier pour le prochain module, là, si on peut le dire comme ça. Et là, quand on décide de faire ce genre de formation-là, est-ce que c'est dans ce genre-là qu'ils vous font un test pour vous classer, puis tout ça, là, selon les années que vous êtes rendus? C'est-tu dans ce genre Ben, moi, j'ai pas eu de test de classement à cause que j'avais mon diplôme avec moi du secondaire 5. Non. Excusez, je me suis trompée dans mes paroles. J'avais mon dernier bulletin qui disait que j'avais fini mon secondaire 3. OK, c'est qu'en ayant comme un bulletin, en ayant comme le papier officiel, ben c'est sûr que tu repartais de là. Ouais. Tu partais de secondaire 4. Ouais. OK. Et ça a été comment pour toi? Parce que là, tu as dit que tu avais réussi ton secondaire 5 de plusieurs parcours, mais est-ce que c'est de ce parcours-là, avec ce parcours-là, que tu as réussi à faire ton secondaire 5? Non. OK. Au début, j'étais beaucoup motivée. Je remplissais mon cahier assez bien, mais il y a un moment que j'ai déménagé de chez mes parents. Puis au début, je remplissais plus mon cahier. Et l'excuse, c'était tout le temps le déménagement. Puis
il y a un moment donné que j'ai fait comme, OK, ben, si je le remplis pas, c'est pas juste à cause que j'ai déménagé. C'était comme l'excuse facile au début. C'est ça. C'était l'excuse facile pour me dire que j'étais plus motivée à faire de l'école à distance. Il y avait eu une baisse de motivation. Là. Ouais. OK. Parce que, tu sais, on s'entend chez toi, t'as tout pour te distraire. T'as le téléphone, la télé, tu peux te lever tard, c'est tu ça, peux... Oui. C'est ça, faut que tu te donnes une routine, faut que tu te donnes une discipline. Une discipline, ouais. Que t'as perdu à un moment donné. Que j'ai perdu, parce que comme j'étais distraite par plein d'affaires. Ah, j'ai faim, je me lève, je m'en vais manger, je perds 10 minutes à chaque fois. Je vais prendre une pause de 5 minutes, je gosse sur mon téléphone, puis finalement, je suis sur mon téléphone à peu près une demi-heure. Donc, tous les prétextes sont bons pour ne pas travailler dans tes trucs scolaires et faire autre chose. Effectivement. Et là, comment que tu as remédié à ça? Ben c'est ça, quand il y a un jour que j'ai réalisé que c'était pas juste à cause du déménagement, que c'est parce que j'étais démotivée. Puis j'étais rendue à Montréal, alors je me suis dit que je me trouverais une école des adultes, mais dans mon coin, et que j'irais à l'école à chaque jour. OK, reprendre le processus d'aller à l'école. Ouais. OK. Parce que je voyais bien que c'était ma façon de réussir. OK. Moi, là, c'est bizarre, Mélanie, mais tu sais, on se connaît quand même, ça fait quelques années. Oh, et, ouais. et j'arrive plus à me figurer ce que tu me dis. Tu sais, ça me paraît proche et loin en même temps. Je sais pas comment l'expliquer. Même moi, c'est mon propre parcours, puis autant c'est loin, mais autant c'est de là pas si longtemps. C'est que j'ai comme l'impression que les gens à la maison vont se dire, il sait pas à qui il parle. Parce que ça arrive des fois que j'interroge des gens que je connais très peu, puis j'apprends en même temps leur parcours. Mais ce que tu me dis, pourtant, je le sais, mais ça me paraît très loin ou très proche. C'est bizarre à expliquer. Ouais. Mais là, OK. Et là, tu as trouvé cette école? Oui, c'était à Montréal, dans le quartier Rosemont. Marie Médiatrice. OK. Que c'est ça. Je me suis inscrite là. Puis c'est ça, c'est une école des adultes. C'est-à-dire, encore une fois, le prof il est dans la classe. Sauf pour histoire que c'est un cours magistraux. Ou sciences, mais tu sais, des trucs que tu peux pas vraiment... Qui nécessitent quand même des démonstrations. C'est ça, c'est ça. Histoire, sciences, anglais. C'est des cours magistraux, mais les autres, français, maths, arts, ces cours-là, t'as un cahier, tu le remplis, puis... Tu t'organises, là, tu y c'est vas. Ça. Tu le remplis à ta vitesse, puis tu peux demander les questions au prof si t'en as, puis c'est ça. C'est un peu un petit peu le même principe qu'à distance, mais t'es dans la classe, t'as pas tous les distractions de la maison pour plus travailler. Ouais, t'as plus les excuses faciles. C'est ça, t'as plus les excuses faciles de j'ai faim, je vais prendre une pause, je vais faire ci. Parce qu'on s'entend que de faire ça, là, de s'imposer une discipline à la maison, c'est loin d'être tout le monde qui est capable de faire ça. Non, c'est ça. Je connais du monde qui ont réussi à faire leur secondaire en allant à l'école des adultes à distance, mais c'était pas mon cas. Et là, quand tu es arrivé à cette école-là, tu en étais où à peu près? Est-ce que tu avais fini ton secondaire 4 à distance? Ou... Non. Okay. Parce que j'ai même pas fait un cahier. Ah, t'as pas fait un cahier? Non, okay. J'ai jamais fini mon premier cahier à l'école à distance. OK, ça l'a pas été bien longtemps. J'ai même pas fait un examen. OK. Encore une fois, j'ai dû recommencer mon secondaire 4 du début. Puis à cette école-là, j'ai fait mon 4 et mon 5. OK. Qui me prit environ 1 an et demi. Environ.
Parce que je suis rentrée en octobre. Puis j'ai comme fini en juin, mais pas le juin que je suivi, hein, mais l'autre. OK, c'est que ça t'a pas pris 2 années complètes Non, là, d'années scolaires là, non, pour finir 4 et 5. Non, à peu près 1 an et demi pour finir les 2. Les 2 années. Ouais. OK, d'accord. Là, le temps passe, hein, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on parle. C'est incroyable. Puis avant de faire la pause, il y a 2 choses sur lesquelles... une chose sur laquelle je veux revenir, puis puis je vais te demander, ce que je t'ai demandé avant d'ouvrir le micro, là, c'est la passion. Et là, tu as dit, pourquoi tout le monde demande ces questions-là? Mais bon, la première chose que je voudrais savoir... tu dis, bon, à un moment donné, tu es parti de chez tes parents. Oui. Bon, ça a été comment ça? Est-ce que tes parents ont bien pris ça? Est-ce qu'ils étaient... c'est sûr que je reste le bébé de la famille, Oui. même si j'avais 18 ans. Je reste le bébé à ma maman, puis en plus, je suis sa seule fille, qu'elle voulait une fille depuis le début. Alors, c'est sûr que ma mère, au début, était pas très sûre, surtout que je déménageais à Montréal. Puis, je sais pas pourquoi, mais on donne beaucoup de jugements sur Montréal, qui arrive beaucoup de trucs. Et tes parents, eux autres, ils demeurent sur la Rive-Sud? Oui. OK. Ma mère s'inquiétait un peu, surtout que des fois, c'est ça, prendre le métro tard, elle aimait pas ça, je l'appelais le soir, exemple, j'étais chez eux pour une journée que j'allais la voir, puis que je repartais moindrement tard, je l'appelais rendu chez nous pour la sécuriser, que mon chemin savait bien passer. Que t'étais bien arrivé. Ouais. Avec le temps, tu sais, comme ça s'est enlevé, hein, je l'appelais plus et tout, mais c'est ça. Ça a été un départ facile, mais c'est sûr, d'un autre sens, pour ma mère, ça a été un peu plus difficile. Mais toi, t'étais bien décidé. Toi, c'était important pour toi de partir de la maison relativement jeune, de faire ta vie? Sur le coup, non. OK. C'était pas très important. Mais, tu sais, je me suis dit que, c'est ça. Je voulais comme découvrir peut-être un autre... pas un autre univers, mais un autre mode de vie, mettons. OK. Parce que là, on va le dire et pas le dire en même temps, mais t'avais déjà quelqu'un dans ta vie, là. T'es déménagé avec cette personne-là? Ouais. OK. Qui est non-voyant aussi? Ouais. OK. Et que ça faisait quand même déjà un certain temps que vous sortiez ensemble? Ouais. OK. Donc, c'était aussi d'explorer la vie de couple là, en vivant ensemble. On vivait pas ensemble. Non, mais quand t'es parti de chez tes parents, là. Oui, c'est sûr. Mais c'est ça, il y avait ce côté-là aussi. Hein. Est-ce que, étant la seule fille dans la maison, est-ce que tu faisais des tâches ménagères, de la cuisine? Est-ce que tu avais eu l'occasion un peu de faire ça? Oui, très souvent. OK. Souvent, j'aidais ma mère à faire le souper ou l'aider pour faire le ménage de la maison. Hein. OK. Ça que t'étais déjà un peu initié là aux tâches ménagères là qu'amenait là, le fait de vivre en appartement. D'un sens, oui, mais d'un autre sens, tu réalises pas à quel point faire tous les tâches dans la maison, ça peut devenir... Oui, quand c'est plus dans la maison de tes parents. C'est ça, parce que quand t'es chez tes parents, comme ça te tente de l'aider à faire le balai, tu vas faire le balai. Ça te tente de faire le souper avec elle, tu vas le faire. Mais quand t'es rendu en appart, tu dois faire le souper, tu dois balayer, tu dois faire... c'est ça, parce que personne d'autre va le faire à ta place. Là. C'est ça. Ça a-tu été un choc? Est-ce que ça a été...
compliqué pour toi de tout comme inclure ces tâches-là? En plus que, bon, t'étais quand même jeune, t'avais 18 ans, tes projets scolaires, l'amoureux, tout concilier ça, c'était... Non, c'était pas très compliqué, mais c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, comme j'ai... Tu sais, faut que tu... Justement, comme je dis, 18 ans, je suis partie comme jeune. Tu réalises pas tout le temps sur le coup que tu vas avoir beaucoup de responsabilités. Au début, ça me semblait simple. Mais c'est sûr que une fois dans le mode de vie autre, ben tu réalises que t'as plus de tâches que de ce que t'avais pensé. Et là, bon, t'avais 18 ans quand t'as quitté. Ouais. Là, t'es rendu presque à 23. Ouais, presque. Presque. Est-ce que t'as vu... c'est comment maintenant pour toi? J'imagine que là, la routine est bien installée. Il y a eu une évolution, j'imagine, en 5 ans? Oui. Mais je vais te dire que vu que je suis une personne qui est portée à tout remettre à plus tard, ma routine, c'est à peu près pas installée. Hein, mon ménage, je le mets souvent à plus tard, mais il y a un moment donné que je me rends compte qu'il faut absolument que je le fasse. Mais c'est très... tu te connais quand même bien. Je veux dire, c'est humble aussi de dire ça. Que tu remets à plus... T'es porté souvent à faire ça. Ouais, puis... mais tu sais, ça, je sais que je suis comme ça parce que c'est pas juste pour la maison que je fais ça. Je fais ça pour mes travaux d'école. Je fais ça à peu près pour tout. Ben, en tout cas, t'es loin d'être la seule. Puis ton copain, lui, il trouve pas ça trop dur. Est-ce qu'il est comme ça, lui aussi? Mais il est quand même pas à plus tard. C'est plus une personne que, justement, lui, il ferait quasiment tout à mesure. OK. Dit peut-être que c'est lui qui m'aide à me donner un cadre. OK, à te dire, des fois à te ramener peut-être c'est ça, à me ramener un peu à dire comme il faudrait faire le ménage, ça fait un bout. OK, qui va te ramener un peu dans les choses à faire. Ouais. OK. C'est bon, c'est excellent. Hey, Mélanie, ta passion maintenant, qu'est-ce que c'est? Ou du moins ton passe-temps préféré. Je sais quand même que tu es assez technologique. Tu parlais de téléphone, tu parlais... je pense que tu aimes ça jouer sur ton téléphone. Jouer à des jeux. Oui, mais avant, tu sais, comme oui, je suis peut-être beaucoup technologique, mais aussi, je peux être aussi autant, tu sais, comme dans mes passe-temps, oui, surtout aujourd'hui en 2018, il y a beaucoup le téléphone, mais aussi, je te dirais avant, j'étais pas tant sur mon téléphone, j'étais plus comme roman, coloriage. OK, de faire de la lecture, de faire, bon... Ouais, puis il y a un moment que j'étais dans l'équipe de soccer. Ah oui! C'est sûr que ça, j'ai bien aimé ça. Une équipe de soccer avec des non-voyants ou avec des voyants? Non, une équipe de soccer régulière. Ah oui, OK. Puis t'aimais ça? Ça se passait bien? Oui, j'ai fait 2 étés. OK. Des 2 équipes, puis j'ai aimé ça. J'ai arrêté parce que je pouvais plus me déplacer aux endroits de façon, mettons, très simple, surtout avec l'école. Parce que c'était pendant mon secondaire. C'était rendu compliqué, la logistique. Un peu, puis en plus, j'avais un ami qui était dans l'équipe, puis c'était un peu comme grâce à elle que j'avais rentré là-dedans. Puis entre-temps, on a arrêté de se parler. Je voyais plus comme l'avantage de retourner là. C'était moins motivant, ça aussi. OK. Mais j'ai toujours aimé le soccer. T'as toujours aimé le soccer. C'est-tu le seul sport que t'as... C'est-tu le sport que t'as le plus pratiqué?
Oui. Oui. Parce que même à l'école, en cours d'éducation physique, il n'y a pas comme un sport que je faisais. OK. Un, parce que j'aimais pas, mais deux, parce que mon excuse, c'était que je voyais pas assez le ballon, mais... Des fois, c'est plus parce que t'aimais pas ça. Ouais, c'est ça. Hey, Mélanie, tu nous fais des révélations, c'est incroyable. Hey, on va faire la pause, puis je sais exactement de quoi je veux parler après la pause. Je veux parler de ton cheminement plus spécifique aux enfants, hein, à travailler avec les enfants. Puis je pense que tu as quand même un petit peu de choses à nous raconter là-dessus. Ouais. Alors, on fait la pause tout de suite. On vous revient avec notre invité qui est l'invité avec le plus long nom, Mélanie, Mélanie Laroche, rien d'autre. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bienvenue à la pause de l'entrevue. Tout d'abord, avant de passer au sujet principal dont je voulais vous parler pendant cette chronique, j'ai un petit avertissement à vous faire dans le but que vous sachiez un petit peu comment ça se passe, le projet Connaissez-vous, et aussi, bon, pour que les choses soient très claires entre nous. Dans les derniers jours, dernières semaines, j'ai reçu des courriels qui n'étaient pas très élogieux et ce n'était pas directement en lien avec les entrevues que je vous offre à chaque semaine. C'était plutôt en rapport avec des propositions de personnes et bon, comme je vous l'ai dit, c'est des entrevues que je vous offre à titre très gracieux, hein. Je fais ce projet-là de mon propre chef, dans mes temps libres. Je ne suis pas payé pour le faire et je suis pas non plus mandaté par personne pour trouver mes invités. Donc, les gens qui me donnent des coups de main le font à titre gracieux ou à un coût très très moindre, hein, sur lequel on s'entend ces gens-là et moi. Donc, ce qui s'est passé, pour vous faire une histoire simple et courte, c'est que j'ai reçu des courriels pour me proposer des gens, et moi, bien sûr, que je n'accepte pas tous les gens qui me sont proposés. Quand les gens quand j'ai des noms qui me sont suggérés, je communique avec ces gens-là et je leur demande de quoi ils veulent parler, qu'est-ce qu'ils pensent apporter de nouveau au projet. Si, suite à la discussion, je juge que la personne n'a pas assez de matériel à raconter, bien, je ne la prends pas. Et bon, il y a eu des personnes interposées qui sont venues me dire que je n'étais pas professionnel parce que je ne voulais pas accepter ces gens. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est votre opinion, je la respecte, mais ça ne changera pas les faits. Et je suis même dans l'obligation de vous dire qu'il y a une entrevue qui a été enregistrée récemment et que si la personne continue à être insistante, bien, l'entrevue ne sera pas diffusée. C'est tout ce que je peux dire, c'est ainsi. Alors, ceci étant dit, je ne veux pas que vous vous empêchiez par contre de m'écrire et de me faire part de suggestions, de commentaires et de propositions de noms, mais il faut que les choses soient claires, c'est moi qui décide des gens qui vont passer à l'émission et des gens que je juge qui vont être inspirants pour d'autres. Voilà. Donc, le deuxième sujet dont je voulais parler, qui se veut quand même le sujet principal, je voulais parler d'un spectacle que je suis allé voir récemment.
Pour être précis, c'était vendredi le 9 février et ça se déroulait au Club Soda à Montréal. C'est un spectacle d'un jeune chanteur, étant donné que notre invité de cette semaine est jeune aussi, et que le projet est très pratique pour justement attirer des jeunes. Je ne sais pas si mon invité connaît le chanteur par contre. Il s'agit d'Émile Bilodeau. Il a 21 ans, il étudie au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Et depuis un petit bout de temps, un peu plus d'un an, il a sorti un premier album qui s'appelle Rite de passage. C'est des beaux textes, c'est de très beaux textes. En spectacle, il est très dynamique, ça bouge énormément. Comme je vous l'ai dit, c'est un spectacle d'un jeune, mais deux jeunes aussi. On était pas mal, moi et mon accompagnateur, les deux plus âgés dans la salle. Mais c'est pas grave, ça nous a permis de faire un bain de foule, comme on dit. Donc, Émile nous a offert la totalité de son album, plus de nouvelles chansons. Et au moins une reprise, que je vous dirai pas c'est qui, c'est un chanteur bien connu, bien populaire. Et Émile a été très généreux de sa personne, il est revenu à plusieurs reprises là chanter des chansons, comme on dit, en rappel. Comme je le disais, c'est un album que Émile a à son actif en ce moment. Donc un spectacle non plus pas extrêmement long, mais je dirais juste parfait. Le petit point négatif que moi m'a dérangé, je vais le dire, mais bon, c'est que moi quand je vais à des spectacles, j'aime bien rencontrer les artistes après. Mais bon, comme le Club Soda était rempli à pleine capacité et qu'il contient environ, je pense, 850-900 personnes, bien. Et Monsieur Bilodeau n'est pas venu rencontrer ses fans. Donc ça m'a un peu laissé sur mon appétit, mais c'est pas mal le seul point négatif que je peux apporter à cette soirée. Je dirais aussi que si vous voulez assister au spectacle d'Émile Bilodeau, ou que vous voudriez peut-être offrir cette sortie à vos adolescents, Émile va être en spectacle à plusieurs endroits dans la province de Québec dans les prochaines semaines, prochains mois. Je vous invite donc à vous reporter à son site internet pour voir les dates de spectacle. Et son site, c'est le www.emilebilodeau.ca. Donc Émile, EMILEBILODEAU.ca. Nous vous invitons à participer à notre petit concours pour avoir la chance de vous mériter une copie papier ainsi qu'une version adaptée du livre « Les rêves d'Alice » de l'auteur Frédéric Charbonneau. Pour vous inscrire, vous n'avez qu'à nous écrire en passant par notre site web au www.martinchouinard.com ou en utilisant l'adresse connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Ce concours s'adresse aux résidents du Québec seulement et vous avez jusqu'au dimanche 25 février 2018 à minuit pour y participer. Le nom de la personne gagnante sera dévoilé pendant notre émission mise en ligne le vendredi 2 mars 2018. Bonne chance! À notre prochaine émission, Monsieur Richard Lavigne. Plus le temps passe, plus c'est pareil. Il faut vraiment être prêt à se plier à toutes sortes de contraintes pour accéder et songer à réussir ses études. Quand j'étudiais en droit, là, je pense que je passais plus de temps à gérer des bénévoles qu'à étudier. T'sais. J'avais 6 magnétophones. 6 magnétophones? Ben oui, parce que je voulais des il fallait des bénévoles. Puis en droit, il y avait rien d'informatisé à l'époque. Il fallait tout lire les jurisprudences, le code civil, le code criminel, la doctrine, puis en tout cas, aller à la bibliothèque, puis c'était 6 cours par session, là. C'était pas un cours par session. Non. Non. Dans ce temps-là, c'était à l'école, tu y allais, hein. À ce temps-là, il y en a qui vont à l'école, puis bon, ça prend il éternise bac, ça, là, oui. Mais nous autres, à l'époque, en droit, là, c'était genre, tu prends les 6 cours, tu viens pas.
Nous sommes de retour avec notre invitée qui est Mélanie Laroche-Riendeau. Et Mélanie, tu nous as dit à un moment donné, vers l'âge de 15-16 ans, tu as eu comme l'envie de travailler avec les enfants, donc forcément, je dis forcément parce que c'est toujours quand même une étape assez importante, aller suivre des cours, faire des études pour travailler avec les enfants. Et je pense que tu en as quand même long à raconter parce que ça s'est pas fait de façon hyper facile au début, je dirais. Ouais. J'ai terminé mon secondaire 5 à l'école des adultes. J'ai eu mon diplôme de secondaire 5. Du secondaire. Oui. Et après, puis pendant que je terminais ça, c'est ça, je regardais où que je pourrais faire justement une technique en éducation à l'enfance. Vu que j'étais à Montréal, je me suis virée vers le cégep du Vieux. Parce que j'avais eu beaucoup de commentaires positifs envers ce cégep. Puis je savais que il y avait une garderie même dans l'école pour un peu nos cours, certains cours dans la technique. On devait faire des observations sur des enfants, puis À même cette garderie-là? Ouais, on se servait de cette garderie-là pour faire les observations. OK. C'est quand même intéressant. Là, tu as fait une demande au Cégep du Vieux-Montréal. Ouais, j'ai fait une demande pour technique à l'éducation à l'enfance. Tu as été admise. Oui. Oui. Et là, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça a commencé, comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé? J'ai été au cégep une session de temps, qui était la session d'automne. Comme automne-hiver. Ouais, la session qui commençait là, septembre, là? Ouais. OK. Puis, c'est ça, je suis rentrée là, j'ai fait les cours pendant cette session-là. Pour certains cours, ça allait bien, pour d'autres, un peu moins bien. C'est quoi que tu dirais qui allait moins bien? Entre autres, le cours de... j'ai un blanc du nom du cours psycho. Oh, OK. Ça allait un peu moins bien. Je pensais me rattraper pendant comme la session. Puis j'ai eu mon stage aussi, mon stage 1 d'observation. À la première session? Oui, à cette heure, ils font ça à la première session justement pour que comme l'étudiant voit s'il aime réellement dans le domaine qui s'inscrit, s'il aime réellement ça ou non. Mais c'est rapide quand même, là. Oui, c'est très rapide, effectivement. Donc là, toi, tu as fait ton stage. En tout cas, oui, tu as fait ton stage. Oui, c'était un stage de environ 4 semaines, si je me souviens bien, puis c'était 2 jours semaine. OK. J'ai fait mon stage et arrivé vers la fin de la session, parce que oui, le stage est dans la première session, mais vers la fin, pour le finir comme à peu près en même temps que ta session de cours. OK. Puis, on a une évaluation pendant le stage. Et quand la personne qui m'évaluait est venue me voir, qui veut dire qu'il me restait environ juste une semaine de stage, qui veut dire 2 jours, elle me dit que ça allait pas très bien. Il y a beaucoup de points qu'elle me reprochait. Elle dit, on a fait une deuxième rencontre à part pour s'en parler puis voir comment on pourrait arranger les points. Même après la rencontre, j'ai essayé d'améliorer ce qu'elle me disait, ce qu'elle m'avait dit.
Finalement, ça a donné aucun résultat. Aucune satisfaction de leur côté, là. Non. Ok. Finalement, j'ai pas réussi mon stage. Puis à ce moment-là, j'ai eu une rencontre avec la personne qui m'avait évaluée. Puis elle m'a précisé que le cégep, quand tu réussissais pas le stage, théoriquement, t'es comme un peu mis dehors, si je peux le dire comme ça. C'est comme une façon polie de te montrer la porte. Ouais, un peu. Comme je pouvais pas, tu sais, comme ça m'enlevait un peu je pouvais pas continuer mes sessions. OK. Puis j'y avais demandé, ok, mais est-ce que je peux continuer, comme faire juste mes cours de base? Ça m'aurait avancé dans mes cours de base. Puis elle m'avait dit que ben pour ça, il aurait fallu que je fasse une lettre de motivation, dire pourquoi je veux faire juste mes cours de base. OK. Puis ben c'est ça. Finalement, ça m'a un peu comme remis en question, puis ben me démotiver un peu en même temps. Mais c'est ça. Je me suis tournée vers un autre chemin. C'est ça. T'avais quand même pensé, ou en tout cas, il est arrivé une autre alternative. Oui, ben c'est ça. À ce moment-là, je me demandais si ça existait des DEP en éducation à l'enfance. J'ai fait des petites recherches. Je me suis rendu compte que des DEP, en éducation à l'enfance, ça se faisait pas. Okay. Mais qu'il y avait des AEC, qui veut dire que c'est une attestation d'études collégiales. OK. Puis j'ai été prendre des renseignements, voir c'était quoi la différence entre un DEC puis un AEC. Puis on m'explique que la seule différence, c'est que dans un AEC, tu fais pas tes cours de base, tu fais juste les cours qui sont reliés à la formation. Et au lieu de durer 3 ans, ça dure 1 an et même pas et demi. C'est 14 mois. Parce que c'est beaucoup plus condensé. Là. Ouais, c'est un cours à la fois, mais chaque cours dure environ 1 mois, à peu près. Parce que vous faites ce cours-là à plein temps, là. Ouais, c'est 5 jours semaine. Puis c'est ça, c'est un cours à la fois, puis il dure environ 1 mois. OK. Chaque cours. Je me suis inscrite là dans un AEC au collège CDI. OK. Puis j'ai commencé en janvier 2017. OK. Puis mes cours vont super bien. J'ai des belles réussites dans tous mes cours. Puis je finis ma formation en février. Donc très très bientôt, ouais. Tu termines. En tout cas, c'est-tu un diplôme quand même que vous avez? C'est un diplôme, mais il y a la mention AEC. Puis c'est ça, la différence entre un DEC et un AEC, elle se voit un petit peu plus à la fin. C'est qu'à la fin d'un AEC, tu vas avoir un certain nombre d'heures à faire en service de garde parce que quand tu sors d'un AEC, tu deviens éducatrice mais non qualifiée. Et tu as un certain nombre d'heures à faire en service de garde pour devenir éducatrice qualifiée. OK. Comme que une personne qui finirait un DEC sortirait éducatrice qualifiée. OK. Donc, c'est ça qu'il faut que tu fasses après? Quand je vais finir en février, je vais pouvoir me trouver un emploi en service de garde. Je vais faire mon nombre d'heures. Le temps pour que je devienne éducatrice qualifiée. Est-ce que c'est beaucoup d'heures? Est-ce que tu le sais? Je crois que c'est environ c'est environ 1 an et demi à temps plein. OK, quand même. Quand même. Ouais. OK. C'est quand même
du temps, mais bon, c'est une belle énergie à mettre. Et puis... Oui, parce que comme on m'a expliqué, d'un sens, les avantages d'un AEC, c'est ça. T'es plus sur le terrain physique que dans un deck. OK. Et là, moi, j'ai une question qui tue avant qu'on termine, mais j'aimerais ça savoir si pendant que tu étais au cégep, dans la technique, est-ce que tu as eu l'impression que ton problème de vision t'a nuit? Ou si c'était autre problème non relié à la vision? Pendant mon stage, c'était pas vraiment relié à ma vision. C'était plus d'autres petits problèmes. Un exemple, la personne m'avait dit que je ne jouais pas avec les enfants. J'ai essayé de comprendre le pourquoi. Je peux pas dire que j'ai encore compris même aujourd'hui. Je crois qu'on avait juste pas la même définition de jouer. De jouer, ouais. Parce que à ce moment-là, quand elle m'a dit ça, j'ai demandé OK, mais c'est quoi je faisais si je ne jouais pas? Et elle me décrit les actions que j'avais fait à ce moment-là. Et pour moi, les actions qu'elle me décrivait, c'était jouer. Mais pour elle, ce n'était pas jouer. OK. Elle dit, c'est ça, c'était pas vraiment relié à ma vision, c'était plus d'autres petits problèmes. Et là, dans ton AEC? Ouais. Est-ce que ta vision, c'est pas un problème? Tu disais, je pense, un peu au début de l'entrevue, des fois encore pour le tableau, ces choses-là, mais ça va quand même bien? Oui, parce que honnêtement, ils écrivent très peu au tableau. OK. Puis dans ma formation, je vais avoir eu 2 professeurs différents. Théoriquement, c'est 1. Mais mon premier prof a dû quitter. OK. C'est que normalement, ça aurait été tout le temps le même professeur. Oui. Mais c'est ça, a dû quitter. On a eu un deuxième professeur en cours de route. Puis c'est ça, c'est deux professeurs, puis c'est ça, ils écrivent très peu au tableau. Puis s'ils écrivent au tableau, ça dépend. On a eu 2 locaux différents. Dans le premier, c'était un peu plus difficile, mais mon professeur était au courant, puis il était très à l'aise avec ça, comme il comprenait très bien. Puis il s'arrangeait pour, comme un peu au secondaire, je dirais, à verbaliser les notes de cours. OK, parce que c'est ça. Toi, tu avais quand même mis tes professeurs au courant avant. Ouais. Donc, personne n'était... personne n'ignorait là, ta situation. Non, c'est ça. Puis c'est ça, à verbaliser un peu plus les notes de cours. Quoique, comme je dis, notes de cours, je trouve que c'est un gros mot pour dans un AEC, hein, parce que... Il n'y a pas tant d'explications qui s'écrivent comme au tableau. Ça, il y a beaucoup d'explications, mais très... en tout cas, les 2 profs que j'ai eus, ça a été des explications souvent orales. OK. Donc, tu t'en tires très bien, ça va bien. Ouais. Tu vas être diplômé très bientôt. Ouais. Et ensuite de ça, c'est d'obtenir ta qualification en étant dans des services de garde. Ouais. Donc ça va t'occuper encore pour un certain temps. Ouais. tes autres occupations, ton copain, tout ça, puis t'es encore jeune. La vie va bien et te réserve encore plein de belles choses. Ouais. Je te remercie beaucoup, Mélanie, d'avoir accepté non seulement de faire le projet, mais je pense que tu nous as parlé très, très sincèrement, avec beaucoup d'honnêteté, des embûches que tu as vécues. Je pense que des fois, faut pas avoir peur non plus de mettre les mots sur les choses, sur les situations, sur les bobos, comme on dit, hein. C'est en parlant des problèmes, des fois, qu'on perçoit, qu'on rencontre, qu'on peut penser qu'éventuellement, on va les régler. Et je pense que tu l'as très bien fait. Je pense que c'est une émission qui pourra aussi
donner espoir à peut-être d'autres personnes qui n'osent pas peut-être entreprendre des projets d'études postsecondaires ou qui ont rencontré des difficultés. Je pense que c'est très important. Ouais, puis ben c'est ça. C'est sûr que c'est important d'avoir un plan B aussi tout le temps dans la vie. Pour que si ton plan A fonctionne pas, ben tu peux tout de suite virer de bord puis pas perdre trop de temps. C'est très bien dit et ça termine très bien l'émission. Donc, encore une fois, merci Mélanie. Et merci aux gens à la maison. Continuez de nous écrire, de nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Et je vous souhaite une bonne semaine pour une autre émission de Connaissez-vous.